à partir d'un certain moment, quand on arrive à l'âge de 17 ans, d'envoyer nos enfants à Paris ou à Londres pour qu'ils s'éduquent, parce que c'est là-bas qu'ils vont être développés. À un moment donné, un pays libre qui produit des sujets, c'est un pays qui a eu un système éducatif qui a intégré tout ça, qui ne va pas exporter. Vos enfants ne reviennent pas. Le seul pays aujourd'hui dans l'immigration qui revoit ses enfants venir, le seul qui réussit maintenant à voir un peu plus revenir, c'est la Turquie. Et un peu le Maroc, mais loin derrière. Et la Tunisie ne reviennent plus. Et pourquoi ils vont revenir? Quel système éducatif et quel emploi va les retenir? Ouais, c'est ceci dont j'ai envie de parler. Plutôt que de passer mon temps à me disputer sur tel laïc ou tel islamiste, on casse ceci, on se dit voilà, le système éducatif, l'enseignement. Qu'est-ce que ça va être que nos écoles? Est-ce qu'on va réussir à poser ces vraies questions de l'esprit critique? L'autre chose, et je vous le dis en même temps, moi je rêve d'une école en Tunisie où on enseigne autant les religions, la philosophie, l'art que l'esprit critique, poser des questions. Subhanallah, on a nos premiers savants, la façon dont ils étaient éduqués, mais regardez, vous avez un compagnon du prophète al-Salam qui va vers lui, qui lui dit, ton opinion là, c'est une opinion révélée, ou c'est ton opinion à toi? Il dit non, c'est une opinion à moi, et il la conteste. Et là maintenant, on a des Tunisiennes et des Tunisiens en 2012, infantilisés sur le plan religieux, pas critiques sur le plan intellectuel, et pas suffisamment. On est dans le rejet émotif, on n'est pas dans la conscience critique. L'autre élément qui est important, c'est qu'il va falloir le regarder tel qu'il est. L'un des grands, alors je vais juste les citer, je suis désolé, j'ai plus le temps maintenant, et on ouvrira la discussion, mais un des grands projets, c'est quelle est la politique qui va être mise en place ensemble pour la lutte contre la pauvreté. Il y a des poches de pauvreté, il y a une paupérisation de la Tunisie, on ne se sortira pas. Il n'est pas possible d'avoir une société qui se démocratise si on accepte que des pauvres soient traités comme des êtres indignes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et quelle est la politique qui va se faire contre la pauvreté? C'est-à-dire contre l'habitat, le fait de sécuriser tout ceci, la lutte contre la pauvreté, c'est un grand défi. Alors encore une fois, ça c'est des vraies questions qui se posent. Moi c'est ça dont j'ai envie de parler à tous ceux qui aujourd'hui disent « nous on veut le pouvoir ». Mais le pouvoir, ce n'est pas d'avoir le pouvoir sur nous, c'est d'être au service de la communauté des citoyens tunisiens et au premier rang desquels il va falloir lutter contre cette pauvreté. La justice sociale, vous êtes à un moment clé, il y a des gens qui ont payé dans la torture. Il y a une chose qu'il faut arrêter de faire, de tous les bords. Il faut arrêter le sentiment victimaire. On était sous la torture, on a été, donc tout nous est dû. Non, non, tout ne vous est pas dû. C'est vrai que certains doivent payer parce qu'ils ont torturé, tué, volé. Donc justice doit être faite. Et il faut faire justice avec raison, pas la chasse aux sorcières. Donc justice doit être faite. Il faut penser les plaies du passé. Mais en même temps, dans ce travail sur la justice, il faut en même temps aller de l'avant et essayer aujourd'hui de regarder votre système. Il y a énormément d'éléments dans le système de la justice actuelle qui sont encore du passé, on est encore dans l'ancien système, il faut réformer tout ça. Il y a des gens aujourd'hui, les juges, le système lui-même, il y a beaucoup de corruption. Il faut lutter contre cette corruption à l'intérieur du pouvoir comme à l'intérieur du système judiciaire en tant que tel. Et viennent des questions de fond que je cite et qui pour moi sont déterminantes. C'est là que, du point de vue, vous savez, quand je parle des objectifs de l'islam, et quand je parle des objectifs de notre rationalité, quand il s'agit de parler de véritable transparence démocratique, quand il s'agit de véritablement parler de la référence même à la charia comme un objectif qui veut la dignité, qui veut la liberté, qui veut la libération des peuples, eh bien il y a des vraies questions. Et là, une des questions majeures, c'est celle dont je vous parlais au début de l'exposé, c'est l'économie. L'économie est centrale. Aujourd'hui, je vois des gens qui, en Tunisie, sont prêts à réentrer dans un travail de soumission pratiquement économique au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, aux grandes institutions internationales. La vraie question aujourd'hui, c'est quel type de projet économique on va avoir pour le pays et quelles vont être nos relations avec les différents pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut déplacer le centre de gravité. Il faut cesser de se penser uniquement dans la ligne Paris et Washington. Mais il ne faut pas pour cela idéaliser Pékin. Le capitalisme asiatique, c'est souvent un capitalisme qui est un libéralisme économique, mais sans démocratie politique.
Ce qui est en train de se passer en Chine, je ne souhaite à personne d'être un travailleur chinois selon les modalités avec lesquelles on traite les travailleurs chinois. Ce n'est pas ça le modèle. Mais par contre, une vraie politique maintenant de diversification des partenariats avec les États-Unis, il n'y a pas à se couper, mais il faut reconsidérer. Avec l'Europe, il y a à reconsidérer, mais avec l'Inde, avec la Turquie, avec l'Afrique du Sud, avec les pays sud-américains, tout ça, c'est jouer sur la multipolarité du monde actuel. Est-ce qu'on va discuter de ça? Est-ce que vous voyez cette discussion apparaître? Est-ce qu'on rentre dans le vrai débat de qu'est-ce qui va permettre la liberté et l'autonomie économique de la Tunisie, qui est un tout petit pays? Quelle va être votre relation avec la Libye, avec le Maroc, avec l'Égypte? Ça va être quoi? Parce qu'il y a un grand problème dans les soulèvements, c'est que ce sont souvent des soulèvements nationalistes. C'est la Tunisie et les Tunisiens pour la Tunisie, les Égyptiens pour l'Égypte. La conscience régionale, elle manque. Or, il n'y a pas de possibilité régionalement de devenir libre si on n'a pas une conscience des enjeux des autres pays. Et un autre aussi qui est tout à fait important, c'est le conflit israélo-palestinien qui est central. Si vous pensez que quelque chose peut se passer, ce qui est les tergiversations avec la Syrie, la relation avec l'Iran, la pression qui est mise, si vous ne comprenez pas que ça c'est lié aussi aux enjeux qui sont liés au conflit israélo-palestinien et à tout l'équilibre régional, et avec les relations avec les pétromonarchies, vous n'avez pas compris que là, il faut, de ce point de vue-là, se positionner avec une vision plus régionale. Et ça veut dire quoi pour vous, en tant que citoyennes et citoyens? C'est-à-dire qu'il faut travailler à ça, il faut travailler à toutes ces opportunités économiques qui vous sont données et à ces potentialités de faire du bon travail à l'intérieur du pays sur la gestion économique et la multiplication. Donc, pour moi, aujourd'hui, ces questions-là, ce que je pourrais attendre, et c'est ce dont je parlais aussi avec vos autorités politiques, c'est de dire quelles sont les réponses que vous abordez à ça. Parce que les défaillances qu'il peut y avoir dans la coalition actuelle pourraient être sur les stratégies économiques à venir. Ça pourrait être ça, un des grands défis des options à venir. Donc, à la suite de tous ces mouvements, de là où vous êtes, c'est de demander, et je terminerai par ces 3 points, qui sont adressés à vous, citoyennes et citoyens, tunisiennes et tunisiens, qui aujourd'hui vous portez, vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. D'abord, c'est ne soyez pas bêtement optimistes. Soyez prudemment optimistes et en même temps fondamentalement engagés. Et ça veut dire quoi, être fondamentalement engagé? C'est d'éviter 2 choses. Ce que je disais tout à l'heure, éviter les attitudes émotionnelles, ce que j'ai vu dans cette salle, ces réactions, mais tenez-vous. Tenez-vous. Prenez le temps d'écouter et tenez-vous. Ça, c'est une attitude. L'autre chose, c'est l'autre attitude que je vois aussi chez beaucoup d'Arabes, c'est dans ce qui se passe à l'entier, c'est l'attitude complotiste et conspirationniste. Qui viennent vers moi et disent ah oui, ils nous ont bien eu. Non, si t'es tout le temps... Mais vous savez, ça c'est la culture Internet. La culture Internet, elle est très comme ça. Vous avez remarqué sur Internet, les Illuminati, tout ça, mais je reçois des emails, mais incroyable le nombre de gens qui disent oui, les Illuminati ils tiennent tout, on peut rien faire. Mais évidemment que si tu penses comme ça, ceux qui sont tes ennemis, ils ont gagné avant que tu commences à te battre. Parce qu'ils ont tellement enlevé de toi la possibilité que tu changes quoi que ce soit, que finalement tu rentres dans une espèce de complot, et puis tu te crois super intelligent. Tu dis, ah, je l'ai vu celle-là. Moi, je me souviens de mon cher en Égypte, celui avec lequel j'avais fait le usul al-fiqh, et qui venait vers moi, qui m'a dit une fois une chose. Ben, maintenant, c'est le moufti d'Égypte, c'est le Cheikh Ali Boumara. Il avait pris un papier et puis il avait fait un cercle dessus. Et puis il me dit, tu sais, le problème avec les Arabes, ce que c'est que il prend le papier et puis il fait un cercle et il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois là? Et l'autre, il me regarde et il dit, il dit, non, excuse-moi, c'est juste un cercle. Vous me suivez là? Il y en a qui me comprennent très bien, je dis, ah, mais c'est vrai. Voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire? Le problème, c'est ça, c'est cette attitude qui est la sérénité, l'attitude critique. Pas d'émotivité et pas prendre les faits, essayer de les étudier et partir de nos responsabilités. Ça me paraît être la dimension. L'autre chose, c'est d'être engagé là où vous pouvez. Et moi, je vous le dis, prendre en charge votre propre éducation.
Si vous êtes religieux, si vous êtes pratiquant, mais prendre en charge votre éducation. C'est-à-dire à un moment donné, entrer dans le djihad de l'éducation. C'est-à-dire que mon esprit il a des droits. La lecture, arrêtez, encore une fois, je le dis tout le temps, 99% des gens qui me connaissent dans cette salle me connaissent par la télévision ou YouTube. Les livres, je ne connais pas, trop difficile. À partir d'un certain moment, mais c'est même pas par rapport à moi, c'est une culture passive. C'est ce qui vient à moi par l'écran. La liberté, ça commence par prendre des livres, par s'intéresser, lire des articles, diversifier son champ. C'est pas uniquement le Coran. Le Coran, c'est une lumière sur le monde, mais il faut lire le monde. Le Coran, c'est une lumière sur le monde. Qu'est-ce que vous lisez du monde? Parce que le monde, c'est une révélation aussi. Il faut lire ça. Il faut lire ce qui se passe dans les sociétés. Il faut lire, il faut s'intéresser à ça. Donc se libérer de cette passivité, se prendre en charge, devenir des sujets. Ça, c'est une dimension de l'éducation. Puis ensuite, il faut s'engager. Arrêter de regarder l'État dans ce qu'il ne fait pas, puis de vous poser la question de savoir ce que vous faites en tant que citoyen, ce que vous faites en tant que Tunisien. À quoi vous êtes utile au bout du compte? C'est bien de dire, ben nous on a fait la révolution, et maintenant, tu fais quoi? Ben on l'a fait, merci. Qu'est-ce que tu vas faire? À quoi tu sers? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu vas faire pour ce pays, au lieu de penser à partir en France? Qu'est-ce que tu fais là, en Tunisie? Qu'est-ce que tu fais comme liberté de ton être, ça c'est ta spiritualité, liberté de ta conscience et de ton engagement citoyen. Ça, ce sont des vraies questions, et le gouvernement, comme toute instance politique locale, c'est de ça dont elle a besoin. Elle a besoin de cette énergie-là, et puis de passer à l'ordre de la contribution. Tu es dans ce que tu donnes. Tu es dans ce que tu donnes. Et ça, c'est le plus grand message que je connais de toutes les spiritualités, de toutes les philosophies. Ne me vis pas uniquement ce que tu es. Dis-moi ce que tu sers et qui tu sers. Est-ce que tu sers le Très-Haut en servant les hommes? Alors tu es utile. Est-ce que tu te sers du Très-Haut et tu te sers des hommes? Alors tu n'es utile qu'à toi. Vous m'avez suivi? Salam alaikum. Merci, professeur Talak Ramadan. Et à présent, on passe aux questions. Et première question, à vous, monsieur Ramadan. Elle nous vient de madame Maya Orksouri. لطالما عرضتم مدام تقرأ خاطر بالشكل Et pour qu'il n'y ait pas d'erreur. D'abord, je tiens à saluer le professeur Talak Ramadan pour son élégance, qu'il interpelle des personnes loutes à qui ne peuvent pas lui répondre. Mais voilà, voici ma question. La question sera en arabe. لطالما عرفتم بمن أسميتموهم بالمفكرين الطائفين الجدد في شخوص ألكسندر أدلر بيشال وفينكلكروت الذين عبتم عليهم مقاربة الوقائع والإشكاليات عبر انتمائهم الديني لما يجره ذلك من تحريف في سبيل الوصول إلى نتائج محددة مسبقا والحال أنكم تنتهجون نفس التمشي إذ تقاربون توق هذه الشعوب إلى الحرية والكرامة والديمقراطية عبر المنظار الديني وتشرعون لذلك. ألم يكن من الأنزه فكريا مقاربة المسألة من منظار اللائكية وهي طريقة تنظيم، اللائكية طريقة تنظيم وليست نظرية تسمح بحرية التدين أو عدمه دون ألوج الدين إلى مواقع إنشاء القوانين واتخاذ القرار السياسي. هذا سؤالي سيدي. Donc ça sera par un contingent de 5 questions, puis M. Tariq Ramadan répondra. Donc 4 autres questions. Pourquoi on vous accuse toujours de double discours?